de l'émission Blocus. Madame Blair, d'accord, ça fait plaisir de vous recevoir et la première démarche est la suivante. Qui êtes-vous, bien entendu? Alors, je m'appelle Ngombulu Yasangi Yaminabantu Laskoni. Laskoni est mon patronyme. Ngombulu Yasangi Yaminabantu signifie en langue congo le lion de la brousse qui dévora les braconniers. Il s'agit d'un prénom totémique qui met en garde quiconque voudrait me faire du mal. D'accord. Mais vous êtes aussi un initié là, si je comprends bien là. Pourquoi pas, mais l'initié ne se proclame pas. Ok. D'accord. Alors, qu'est-ce qui explique votre présence en Haïti et dans quel cadre on peut inscrire ou bien situer votre visite en Haïti aujourd'hui? Alors, je suis venu en Haïti il y a à peu près une semaine dans le cadre d'un pèlerinage collectif intitulé Pèlerinage Dessalines Toya Garvey, qui est un hommage à 3 grands personnages historiques noirs. Donc l'empereur Jean-Jacques Dessalines, père de la nation haïtienne, Toya, qui est une figure féminine de l'indépendance d'Haïti, et Marcus Garvey, qui est père du panafricanisme des peuples. C'est dans ce cadre que je suis venu en tant que conférencier pour animer une série de conférences sur la terre sacrée d'Haïti, car pour nous, Africains, c'est la terre qui nous a montré la voie de la liberté. Donc c'est pour moi un grand honneur d'être venu ici. D'autant plus que mon rêve était de mettre pied à Vertières, ce qui est fait. Donc mon pèlerinage a été complet après avoir visité Adoua, lieu où l'Afrique a pu préserver sa souveraineté le 1er mars 1896. Et en mettant les pieds à Vertières, pour moi, c'était le pèlerinage le plus complet que j'ai pu faire en tant qu'historiographe, parce que le peuple noir n'a que 2 grands symboles. Le premier symbole, c'est Vertières, où les Africains déportés ici dans les Amériques ont pour la première fois battu la plus grande armée du monde, celle de Napoléon Bonaparte, conduite par son beau-frère Leclerc. Et en Éthiopie, à Adoua, le 1er mars 1896, les troupes de l'empereur Ménélique II ont écrasé à plat de couture les troupes coloniales italiennes conduites par le général Oreste Barichelli. C'est dans ce cadre donc que je suis venu ici en Haïti. D'accord. Vous avez qualifié Haïti de terre sacrée. Je peux avoir de plus amples précisions? Oui, terre sacrée. Pourquoi? Parce que pour la première fois, l'arrogance a été vaincue, puisque ceux qui ont emmené les Africains ici en esclavage pensaient que cette situation resterait ad vitam aeternam. Et voilà que les Africains, je précise bien des Africains, puisque le processus de créolisation n'était pas encore tout à fait établi. Donc, certains de ceux qui ont pris part à la révolution, c'est le cas de François Macandal, qui était natif du golfe de Guinée, puisqu'il a vécu longtemps à Limbe. Et Limbe n'est rien d'autre qu'une grande ville d'Afrique qui se trouve au Cameroun, où se trouve l'un des plus grands forts négriers. Donc, on dit ici Limbe, mais en fait, la vraie prononciation, c'est Limbe. Ça se trouve au Cameroun, c'est une ville du littoral camerounais. Donc, pour nous, Haïti, en tant qu'Africains, est une terre sacrée parce que le slogan « Coupé tête boulet caille » a inspiré des milliers et des milliers de leaders africains sur le continent. En dehors de cela, lorsque, en 1960, la Belgique décide de saboter l'indépendance de l'actuelle République démocratique du Congo, c'est Haïti qui envoie les premiers cadres pour former ceux de cette jeune république qu'on appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo. Donc c'est à l'époque le président François Duvalier qui va venir à la rescousse du Premier ministre Patrice Lumumba, qui malheureusement sera assassiné 6 mois plus tard. Et qu'est-ce qui explique que cette terre sacrée là dont vous avez parlé fait face à ces problèmes multiples, multidimensionnels? Disons que Haïti paye le prix de son indépendance. Pourquoi? Parce que toutes les nations européennes se sont coalisées pour étrangler cette petite nation qui venait de naître. Haïti a subi un blocus qu'aucune nation n'avait subi auparavant. Et il faut dire que la population de l'époque ne dépassait pas les 1 million d'habitants. Et quand on voit l'Angleterre, l'Espagne, la France, les États-Unis d'Amérique s'acharner contre une petite nation, on peut donc expliquer la situation actuelle. Parce que tout est question d'histoire. Un peuple qui refuse d'interroger son histoire est confus et désorienté. Il nous est nécessaire de temps en temps de jeter un regard sur le rétroviseur de l'histoire pour comprendre la situation actuelle. La situation actuelle n'est pas due à l'incapacité des Haïtiens, mais elle est liée à l'histoire. Sans pour vouloir excuser et exonérer l'élite haïtienne de sa responsabilité, mais en tout cas, tout a une origine historique. Donc les causes de nos malheurs aujourd'hui portent, je dirais, les griffes du blanc? Je ne dirais pas les griffes du blanc, je dirais les griffes du syndicat des empires coloniaux, puisqu'il s'agit d'une coalition qui a voulu étrangler ce pays pour ne pas faire tache d'huile, parce que n'oubliez pas que la victoire de Vertières, celle du 18 novembre 1803, a eu pour conséquence la vente de la Louisiane qui a permis aux États-Unis de doubler sa superficie. Comment donc expliquer qu'un pays qui était considéré à l'époque comme la perle des Antilles par les colons puisse devenir
au bout de quelques décennies, une vitrine effroyable de pauvreté. C'est cela qu'il faut expliquer. D'accord. Alors, et je dois préciser que vous avez plusieurs casquettes. Dans un premier temps, il faut rappeler que vous êtes documentariste. Alors, quelle est votre fonction là, être documentariste ça? Et puis, vous êtes aussi historiographe. Je peux avoir de plus amples informations. Alors, en tant que documentariste, j'ai eu à réaliser une centaine de documentaires pédagogiques, ce qui m'a valu de prendre part au plus grand projet de l'UNESCO, justement sur les razzias négrières qu'on appellerait, entre guillemets, traite négrière transatlantique. J'ai été invité par le gouvernement de Saint-Kitts et Nevis, qui est un paradis fiscal qui se trouve qui est situé à quelques kilomètres d'Haïti, c'est à environ 2 heures d'avion, pour prendre donc part à cette grand événement où j'ai eu à affronter les meilleurs chercheurs sur la question. Et c'est grâce à ma base de données, Cimarron LTD, qui est basée au Ghana, que j'ai pu participer. Alors j'ai l'une des plus importantes banques d'images privées sur le monde noir. J'ai eu à parcourir 419 villages africains repartis en 29 pays. Haïti est la 37e île que je visite dans la Caraïbe sur 52. Au total, je comptabilise 98 pays visités dans le monde. Et ce, à mes propres frais, parce que je suis un passionné. D'accord, mais si vous êtes aujourd'hui en Haïti, c'est à l'initiative de qui? Je suis venu en Haïti dans le cadre d'un pèlerinage intitulé Dessalines Toya Garvé. Donc nous sommes venus, nous étions un groupe d'une 60aine. Malheureusement, la grève générale a empêché les autres de rester un peu plus longtemps parce que pendant une semaine, on était bloqués. On n'a pas pu faire nos activités correctement et donc j'ai dû perdre un billet pour prolonger mon séjour en Haïti parce que j'avais un programme établi. Je devais aller me recueillir sur les principaux sites historique d'Haïti, à savoir la citadelle Henri, le monument de Vertières où je devais faire une libation, Bois Caïman, Limbé, qu'on appelle Limbé en langue africaine, et aussi Kenskoff où se trouvent 2 grands forts que j'ai eu l'immense plaisir à visiter. Et aujourd'hui, je ne peux que me féliciter d'avoir pu filmer ces endroits sacrés. D'accord. Lassonnier, comment peut-on positionner aujourd'hui l'Afrique dans le contexte international? Alors, je voudrais ici tout d'abord dire à nos frères et sœurs d'Haïti que l'Afrique est un continent d'avenir. L'Afrique fait 33 millions de kilomètres carrés selon les géographes. Il a 33 millions de kilomètres carrés. Sur 33 millions de kilomètres carrés, il n'y a que 2 déserts. Le désert n'occupe que 30% du territoire africain. 18% le Sahara au nord et 12% le Kalahari et le Namib. Et le reste, c'est de la verdure. L'Afrique est première dans quasiment production des matières premières. Nous sommes premiers dans le coltan puisque la République démocratique du Congo, dont je suis en partie originaire, est le plus grand producteur de coltan. Sans coltan, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de portable. L'Afrique est première productrice de cacao grâce à la Côte d'Ivoire et la deuxième place est occupée par le Ghana. Et le café également est une matière première qui est beaucoup produite en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Donc lorsque on produit les minerais stratégiques qui permettent aux grandes puissances de faire décoller des avions, des fusées, on ne peut pas être afro-pessimiste, d'autant plus que nous sommes le continent qui est le moins frappé par les calamités naturelles. Mais le continent qui a été colonisé, hein, et qui a connu beaucoup de colonisation, si vous voulez, et si vous me permettez de m'exprimer ainsi. Oui, c'est un fait, on ne peut pas le nier, mais la colonisation n'est qu'une parenthèse de l'histoire de l'Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. S'il faut lire l'ouvrage de Luis Seymour Bassett-Leké, qui est l'un des plus grands scientifiques européens, qui s'intitule « The Progress and Evolution of Man in Africa ». Leké dit que si l'Afrique est le berceau de l'humanité, elle a été en tête du progrès universel. La vie, comme le disait le président Ahmed Sékou Touré, père de l'indépendance de la Guinée, la vie n'est pas une course de vitesse, mais une course de fond sans fin. L'Espagne et le Portugal ont été colonisés pendant 800 ans par les Arabes. Aujourd'hui, ce sont des nations modèles qui attirent beaucoup de touristes. Donc tout est cyclique. Qu'en est-il de la Grèce, qui est le berceau des civilisations en Europe? Aujourd'hui, la Grèce est obligée d'aller faire la mendicité au siège de l'Union européenne à Bruxelles, minuscule royaume, pour pouvoir payer les soldes de ses retraités. Donc je suis afro-optimiste, je suis convaincu que l'Afrique est le continent de l'avenir. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Européens qui le disent. La preuve, l'Angola, qui a obtenu son indépendance en 1975, l'un des pays africains à avoir obtenu l'indépendance dans les années 70, aujourd'hui est devenu l'Eldorado des Portugais qui ont colonisé ce pays pendant 500 ans. Donc l'espoir peut vivre et à mon avis c'est le plus bel adage français. Est-ce qu'on peut toujours considérer l'Afrique comme, aujourd'hui encore, comme le berceau de l'humanité? C'est évident. Jusqu'à preuve du contraire, les plus vieux ossements ont été trouvés en Afrique par les archéologues. Il suffit d'interroger la science.
Et l'archéologie ne ment pas, puisque la terre restitue tout ce qu'elle avale. Les plus vieux ossements humains se trouvent en Éthiopie, et vous trouverez ces fossiles exposés au musée national d'Éthiopie à Addis Ababa. Maintenant, je vais vous demander de partager avec moi le lien historique et existant entre l'Afrique et Haïti aujourd'hui. Ben, déjà, pour commencer, il y a un fait qu'on n'a pas rappelé, qu'il serait peut-être nécessaire de rappeler. Lorsque le tremblement de terre a eu lieu le 12 janvier 2010, les premiers pays qui ont réagi financièrement, ce sont des pays africains. Et je regrette qu'aujourd'hui, cette information ne soit pas assez vulgarisée. La République démocratique du Congo, qui elle-même était en crise, pour ne pas dire en guerre, a signé un chèque de 2 500 000 $. Le Libéria, qui sortait d'une longue guerre civile de 13 ans, a signé un chèque de 750 000 $. Et ce que je suis en train de dire peut être prouvé. Le Nigeria a été l'un des premiers pays à avoir envoyé un avion ici avec des policiers pour chercher les rescapés sous les décombres des immeubles. L'Afrique du Sud, le Maroc ont contribué fortement financièrement pour la rédemption d'Haïti. Et n'oublions pas que le Sénégal, avec le président Abdoulaye Wade, a envoyé un Boeing qui est venu chercher plus d'une centaine d'étudiants haïtiens pour qu'ils puissent finir leur année scolaire au Sénégal. Jusqu'aujourd'hui encore, on trouve plus d'une centaine d'étudiants haïtiens qui vivent au Sénégal. Le Bénin a fait la même chose. Je pense que nous ne devons pas compter sur les médias extérieurs pour promouvoir cette solidarité panafricaine. L'Afrique et Haïti ont un lien historique très fort, d'autant plus que l'un des artisans des indépendances africaines n'est autre qu'Anténor Firmin, qui a été ministre de la Défense de la République d'Haïti sous la présidence de Louis-Modestin Fleurville et Hippolyte. Voyez-vous, c'est un Africain qui vous parle d'Haïti avec une aisance athlétique. Et j'attendrai que vous fassiez la même chose pour l'Afrique pour confirmer ce lien. Pourquoi ne pas le faire? Ok, on continue évidemment avec le débat. Et en fait, l'ASCONI, si aujourd'hui on parle des valeurs africaines, et ces valeurs-là reposent sur quoi aujourd'hui? Les valeurs africaines? Le droit d'aînesse et la pudeur. En Afrique, faire un clip, pour donner une image caricaturale, faire un clip avec une fille dénudée, ça ne passe pas encore dans nos sociétés. L'homosexualité ne passe pas dans nos sociétés. Je n'ai rien contre l'homosexualité, car chacun est responsable de son corps et de ses orientations, mais c'est une des choses qu'on ne partage pas en Afrique. Ailleurs, c'est considéré comme une valeur. Chez nous, c'est considéré comme une ignominie. D'accord. Et que savez-vous des valeurs haïtiennes? Puisque vous êtes à la fois africain, haïtien et haïtien. Ah, ça, en tout cas, moi, je me sens haïtien parce que Haïti, c'est nous. J'ai écrit un article en 2010 où je l'ai affirmé, parce que c'est Haïti qui nous a montré le chemin de la liberté. Donc, tout Africain sent en lui une part d'Haïti. Pourquoi? Parce que c'est quand même le premier empire qui se libère au-delà des mers, et c'est la patrie du panafricanisme au sens propre du terme. Si le panafricanisme a été conceptualisé par un Trinidadien, Henry Sylvester Williams, en 1900, en revanche, c'est la cérémonie du Bois Caïman qui se déroule le 14 août 1791, qui est réellement le début du panafricanisme, même si cette cérémonie est avant tout une cérémonie rituelle. Donc Haïti, pour nous, Africains, c'est vraiment une part importante dans notre histoire. Et n'oubliez pas que si vous allez au Bénin, berceau du vaudou, si vous allez dans la ville d'Alada, vous trouverez une grande statue qui a été érigée en hommage à Toussaint Louverture. Et dans la même foulée, que devons-nous faire pour renforcer les liens ou bien les relations diplomatiques et bilatérales entre l'Afrique et Haïti? Alors déjà, il faut rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, que Haïti est membre de l'Union africaine. C'est le seul pays qui n'est pas situé sur le territoire africain, qui en fait part. Et ça a été d'ailleurs une très grande surprise et une grande joie pour les Africains de voir que les enfants sont revenus à la maison. Donc il y a des cérémonies en Gambie, au Ghana, qui célèbrent cette union sacrée. Et d'ailleurs, la plupart de nos cultes célèbrent Haïti. Et je me rappelle, c'était dans les années 90, j'avais eu l'opportunité de voir feu président René Préval en pèlerinage au Bénin, à Ouida, lors de la fête des divinités noires, qu'on appelle vulgairement la fête du vaudou. Donc le lien existe et nous allons le renforcer à travers des programmes scolaires. Je pense que si j'ai une chose à recommander, c'est de demander aux recteurs des universités de faire des jumelages avec des universités africaines. En Afrique, nous avons plusieurs pôles d'excellence. Nous avons l'université de Makerere. En Ouganda, nous avons l'université de Legon à Accra, l'université d'Ibadan au Ghana, je m'excuse, au Nigeria. Il y a plusieurs universités avec lesquelles on peut faire un programme, un jumelage pour permettre aux Africains du continent de venir étudier en Haïti et aux Afro-descendants d'Haïti d'aller étudier en Afrique. Ça nous permettra de mieux nous connaître parce que
comme le dit si bien un proverbe africain, aucune force ne peut empêcher l'eau du fleuve d'aller se mêler à la mer. Et qu'est-ce qui différencie selon vous l'Afrique de l'Amérique? L'Afrique de l'Amérique, c'est avant tout déjà le climat. Le climat, ça c'est fondamental. L'Afrique est un continent ensoleillé, 365 jours sur 365 jours. Et en dehors de cela, il y a les reliefs. Géographiquement, il y a beaucoup de choses qui nous différencient. Le décalage horaire, il y a quand même 6 heures de décalage horaire et aussi la mentalité. En Afrique, nous avons préservé cette culture qu'on appelle l'Ubuntu, qui est le partage. Ce n'est pas forcément le cas en Amérique. Mais quoique, j'ai retrouvé cette culture du partage ici, en Haïti. J'avais prévu un budget assez conséquent pour mon hébergement et je n'ai dépensé aucun centime. J'ai eu une multitude de propositions pour me faire héberger et je suis traité royalement ici en Haïti. Ça ne me donne pas envie de quitter cette île. D'accord. Alors, et on va continuer, bien entendu, avec le débat. Je rappelle que notre invité aujourd'hui, c'est Lasconi. Alors, il est écrivain, documentariste et africain et historiographe. Donc, avec lui, on est en train de ressusciter le passé et on est en train d'analyser, je dirais, le concept béninois Yovoda. Alors, Yovo qui désigne le criminel, c'est-à-dire l'européen, et Da qui signifie Kouyoté et Kouyel. Alors, et pour certains, et Lasconi, et alors pour certains, ou bien certains affirment, ou bien ils ont tendance à attribuer l'instabilité politique, le coup d'État, la division aux pays nègres, aux pays africains. Qu'en pensez-vous d'une telle réflexion? Je n'ai pas bien compris la question. On attribue la division, les coups d'État à quoi? En fait, aux Noirs. Généralement. Mais je veux dire, ça, on risquerait de tomber encore une fois dans cette fable biblique qui voudrait faire de l'Africain comment dirais-je, le maudit, parce qu'on parle de la malédiction de Cham, qui est un concept biaisé, qui est pour moi une fable biblique qui n'a aucune valeur scientifique. L'Afrique a eu à abriter des grands empires, des grandes nations. Si vous prenez par exemple le royaume Congo, c'était le plus grand royaume de l'histoire de l'humanité qui s'étendait de l'actuel Angola jusqu'au Gabon. Nous avons eu la plus grande fenêtre maritime et si vous lisez l'ouvrage de Walter Rodney, natif de Guyana qui a été assassiné en 1980, d'ailleurs sa veuve Patricia Rodney était avec nous dans le cadre du pèlerinage. Walter Rodney a écrit un ouvrage historique qui s'intitule How Europe Underdevelop Africa, comment l'Europe sous-développa l'Afrique, et je pense que là-dedans vous aurez beaucoup d'éléments de réponse. La situation actuelle de l'Afrique ne peut pas expliquer, ne peut pas être, comment dirais-je, lié à la couleur de l'épiderme. Parce que des coups d'État, il y en a eu au Portugal, je vous signale, qui est une vieille nation. Il y en a eu en Grèce jusqu'aux années 70. Il y en a eu en Espagne jusqu'aux années 80. Et même la Russie, la Grande Russie a connu un putsch militaire en 1990, bien que celui-ci ait été avorté. Donc les coups d'État ne sont pas l'exclusivité d'une couleur. C'est simplement une situation qui est liée à la soif du pouvoir. Et il y a des pays stables en Afrique qui n'ont jamais connu de coup d'État. C'est le cas du Botswana, c'est le cas du Sénégal, je pourrais en citer. Et c'est parce que nous avons tendance à boire de l'eau en embouchure. Or, lorsqu'on veut boire de l'eau potable, mieux vaut aller à la source. Je suis la source, donc je vous ai apporté l'eau potable. Est-ce qu'il est nécessaire, dans le cadre de ce débat, de rappeler les thèses d'Anténor Firmin et de Gobineau? Pensez-vous qu'il est nécessaire? Bien sûr qu'il est nécessaire, parce que... Qu'est-ce que cette thèse vous rappelle? Disons que Gobineau c'était déjà un homme qui faisait partie de la bourgeoisie, il était comte, donc ce n'était pas n'importe qui, et à l'époque, sa parole faisait autorité. N'oubliez pas que Gobineau est le père spirituel d'Adolf Hitler. Si vous lisez Mein Kampf, ouvrage que j'ai lu difficilement, si vous le comparez avec de l'inégalité de race écrit par... Anténor Firmin? Non, pas Anténor Firmin, Gobineau. Je peux vous dire que Hitler passe pour un enfant de cœur à côté de Gobineau. Et c'est un Haïtien qui va répondre justement à Gobineau à l'époque. Donc c'est pour cela que Haïti fait notre fierté, parce que ce sont là des théories qui ont fait beaucoup de mal à l'humanité. N'oubliez pas que l'Allemagne, la République tchèque, la Pologne ont été des industries de la mort, où des millions de gens ont perdu la vie. Donc l'Afrique n'a jamais théorisé sur la supériorité raciale, et je pense que cette partie de l'histoire, l'Europe a du mal à l'assumer. Voilà pourquoi les Européens, les historiens européens en tout cas, ont tendance à croire que lorsque eux ils font du mal, cette pratique est universelle. Tout ce qui est bon serait donc européen, et tout ce qui est mauvais serait universel. Et je ne
partage pas du tout cette conception de la vie. L'Africain est un être comme tout le monde qui est capable du meilleur comme du pire, mais certains tares qu'on veut lui attribuer, je les réfute catégoriquement. De toute façon, les racistes n'ont pas baissé les armes dans le monde aujourd'hui. Ils n'ont pas baissé les armes et je pense que nous devons tous les combattre parce que le racisme est une maladie qu'il faut éradiquer de cette planète. C'est pire que le sida parce que le racisme a beaucoup plus fait de dégâts en peu de temps que certaines pandémies naturelles. D'accord. Je vais vous demander d'établir un distinguo pour nous entre ces mots-là. On les confond souvent. Par exemple, un Africain, on peut le considérer comme un noiriste? Je ne sais pas, parce que si l'on se rappelle de l'époque des duvalieristes, on parlait du noirisme et la montée du noirisme en Haïti, le nègre, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes en mesure d'éclairer ma lanterne sur ces faits-là? Disons que le concept de noirisme est né avec les créolistes, ceux qui voulaient se distinguer de leurs frères de race très foncés de peau. Et si justement vous lisez l'ouvrage de Cyril James, The Black Jacobin, Cyril James rappelle qu'aux Antilles françaises, la race noire a été subdivisée en 127 catégories. Négro, négrito, négrillon, marabout, mulâtre, capresse, etc. Et les gens qui sont plus ou moins clairs de peau ont cru qu'ils étaient la race intermédiaire entre la race supérieure, celle des, entre guillemets, celle des maîtres, et la race inférieure, celle des esclaves. Donc le concept du noirisme est né avec ces gens qui se disent créolistes, mais créole n'est rien d'autre que les premiers colons qui sont nés dans les Amériques. Donc le noirisme est un concept qui n'a ni queue ni tête. Il n'y a pas de noirisme. Le fait de se revendiquer noir, le fait de se revendiquer africain n'est pas du tout du noirisme, puisque en Europe, il y a des hommes qui se considèrent comme la race supérieure, et il n'y a aucune raison que du côté de l'Afrique, qu'il n'y ait pas de gens qui assument la fierté de ce qu'ils sont. Moi, personnellement, je suis fier d'être noir, mais le fait d'être fier d'être noir ne signifie pas que je déteste les autres. Je n'ai pas du tout des idées suprémacistes, parce que c'est une aberration. Les scientifiques les plus sérieux refutent la thèse des races, mais puisque nous sommes dedans, il faut s'assumer en tant que tel. J'appartiens à une famille qui est la famille noire, donc je l'assume. Je n'ai pas à me fuir. D'accord. Et le mulâtrisme, ça vous inspire quoi? Ça ne m'inspire rien du tout, puisque le mulâtre n'est rien d'autre que le fruit du viol. Il y a une différence entre métis et mulâtre. Le métis est le fruit d'un amour entre deux personnes de différentes couleurs. Mulâtre ou mulâtresse est le fruit d'un viol, et la victime était la négresse. D'accord, tout à fait. Maintenant, voyons la définition du concept Yovoda. Ça signifie quoi? Ou bien ça fait allusion à quoi, selon vous? Disons qu'il y a un proverbe africain, pour mieux répondre à votre question, il y a un proverbe africain qui dit que tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse seront toujours à la gloire des chasseurs. Donc voilà pourquoi des intellectuels africains ont conceptualisé le mot Yovoda, parce que Yovoda fait référence à la langue fon du Bénin, et il y a aussi le terme Mafa pour désigner cette cruauté que les Africains ont vécue pendant plus de 1000 ans, parce que en dehors du Yovoda pratiqué par les Occidentaux, il y a également le Yovoda qui a été pratiqué par les Orientaux et qui a duré aussi longtemps. Donc l'Afrique, pendant plus de 1000 ans, a résisté, et n'oubliez pas qu'en Afrique, il y a encore des pays où être noir est synonyme d'infériorité. C'est le cas de la Mauritanie et de la Libye. Et aujourd'hui, en tant que peuple africain, nous combattons ces tragédies. Et pourquoi on peut nous considérer, ou bien nous pouvons nous considérer tous comme des victimes du Yovoda? Tout simplement parce que aussi bien ceux qui sont restés sur le continent et ceux qui ont traversé l'Atlantique, il y a eu des traumatismes. Et n'oubliez pas que le Yovoda a été la plus grande tragédie que les Africains ont vécue, pour la bonne et simple raison. La population de l'Afrique a été réduite à plus de 50%. Je vous donnerai l'exemple d'une localité au Ghana qui s'appelle Ejezu, où en 1900, après la bataille qui a opposé Nana Yaa Santewa, qui était à la tête d'une armée de 26 000 femmes opposée à l'armée britannique coloniale, il y a eu 80% de la population féminine qui a été décimée. Donc lorsque vous vous retrouvez dans une localité où il n'y a que 20% des femmes, on peut craindre pour la reproduction de cette localité. Autre fait de l'actualité, nous allons aborder maintenant les origines du panafricanisme. Quelles sont les origines du panafricanisme? Alors, si vous m'avez suivi attentivement, j'ai dit que Haïti pourrait être le berceau du panafricanisme, puisque pour la première fois dans la nuit du 13 au 14 août 1791, s'est tenu au bois Caïman,
sur la route de Vertières, une cérémonie qui a rassemblé les Africains de toute origine. Boukman venait de la Jamaïque, Makandal venait du Cameroun, et on pourrait citer Toussaint Louverture qui était originaire du Bénin, donc du Dahomey, Dahomey qui signifie dans le ventre du serpent. Donc il s'agissait des Africains venus de différentes origines qui ont créé une coalition pour mettre fin à l'oppression. Et l'histoire a fini par leur donner raison. Et je pense que le rituel du bois caïman peut être considéré comme le premier congrès panafricain, même si le premier congrès panafricain officiel a eu lieu en 1900 et la République d'Haïti, une fois encore, nous a fait l'honneur de nous donner 2 grands représentants, Anténor Firmin et Benito Sylvain, qui a été un très grand officier de l'armée haïtienne. Là, je sais que vous êtes chercheur, documentariste. Que pensez-vous de l'histoire d'Haïti? Pensez-vous qu'elle a été bel et bien écrite? Je ne sais pas trop. Tout dépend qui écrit l'histoire d'Haïti. Si ce sont les Européens qui écrivent l'histoire d'Haïti, évidemment qu'ils n'auront pas le même regard parce que le braconnier et le gibier ne peuvent pas avoir le même concept du fusil. Pour le braconnier, le fusil est un instrument de travail. Pour le gibier, c'est symbole de la mort. Donc l'histoire d'Haïti a été écrite par des valeureux hommes. Aimé Césaire a écrit la tragédie du roi Christophe en forme de théâtre. Cyril James, qui était natif de l'île de Trinidad and Tobago, a écrit The Black Jacobin, les Jacobins noirs, édité par les éditions caraïbéennes dans les années 80 et qui aujourd'hui reste le livre majeur sur la révolution de Saint-Domingue. Donc l'histoire d'Haïti a été écrite par de nombreux chercheurs. Je n'ai pas lu tous les livres, mais en tout cas le livre qui m'a le plus marqué de tous, c'est The Black Jacobin de Cyril James que je recommande aux nombreux éditeurs, téléspectateurs et même internautes. Et Thomas Madjo et autres ont présenté Dessalines comme un assassin. C'est un écrivain aussi. Je pense que dire de Dessalines, traiter Dessalines d'assassin est un crime de lèse-majesté. Pourquoi? Parce que Dessalines est né dans l'esclavage. Il a connu la cruauté. Et il n'a fait que se défendre. Dessalines n'a jamais été un cruel, puisque c'est un homme qui a même donné la possibilité à ceux qui sont venus nous agresser ici en Haïti de rebrousser chemin, de rentrer chez eux. Il a envoyé plusieurs messages à Napoléon pour mettre fin à cette situation d'agression, sauf que la France a persisté. Parce que le plus grand criminel du monde, c'est Christophe Colomb, qui a décimé toute une population en Amérique, plus de 50 millions de personnes. Et lorsque vous allez dans les grandes nations occidentales, comme les États-Unis d'Amérique, vous trouverez sa statue érigée à New York sur une place qui s'appelle Columbus Circus. Vous allez en Espagne, à Madrid, capitale de l'Espagne, vous trouverez une grande place qui s'appelle Colón, la place à Colón. Vous allez à Venise, un des anciens ports esclavagistes, puisque les Européens se sont vendus entre eux. C'est ce qu'on appelle la traite intra-européenne. Là encore, vous trouverez le monument de Colón. Colón qui a été le plus grand criminel de l'histoire de l'humanité, inégalé jusqu'à aujourd'hui. Aucun manuel d'histoire ne l'a jamais qualifié de criminel. Léopold II de Belgique, roi de Belgique, qui est à l'origine d'un génocide de 10 millions de morts, n'a jamais été considéré comme un génocidaire. Dessalines est loin d'avoir fait 0,1% de ses victimes. J'adore Dessalines et d'ailleurs j'ai l'intention de faire un autre enfant que j'appellerai Dessalines. J'adore ce personnage. S'il y avait beaucoup de Dessalines, je pense que la situation des Noirs ne serait pas celle que nous vivons aujourd'hui. Je l'adore et je clame mon amour pour l'empereur. Je vais vous demander de faire, je vais vous inviter à faire cet exercice entre, je dirais, Toussaint Louverture et Dessalines. Votre amour se trouve où là? C'est comme si vous me demandez de choisir entre mon père et mon grand-père. Il n'y aurait pas eu mon grand-père, il n'y aurait pas eu mon père. Donc je ne peux pas faire un choix entre deux grands personnages qui ont contribué à l'émancipation de notre peuple. Il n'y aurait pas eu Toussaint, il n'y aurait pas eu de Dessalines. D'ailleurs, Dessalines lui-même reconnaît qu'il sort de l'école de Toussaint. Toussaint a été le plus grand stratège de l'histoire du peuple noir depuis le pharaon Narmer qui a été le réunificateur de la haute et de la basse Égypte. Son digne successeur, c'est l'honorable Marcus Garvey qui a été à l'origine du mouvement Back to Africa et qui a créé le plus grand mouvement des masses noires de tous les temps, la UNIA, the Universal Negro Improvement Association. Donc pour moi, opposer Dessalines à Toussaint, c'est comme opposer le fils à son père. C'est un faux débat auquel je ne participerai pas. C'est comme cette tendance qu'on a d'opposer Malcolm X à Martin Luther King. Les deux ont été complémentaires. Les stratégies n'ont pas été les mêmes, mais les deux se battaient pour la même
cause. Et donc, je ne tomberai pas dans ce piège. Ce débat n'a même pas lieu d'être. Il faut le laisser aux autres. Alors, je rappelle que vous suivez votre émission de prédilection Blocus. Alors, Blocus, vous êtes diffusé en direct et simultané le documentariste et Lasconi. On continue avec le débat Lasconi. Qu'est-ce qui a fait, selon vous, la grandeur de l'Afrique avant l'invasion étrangère? Il faut visiter des villes comme Aksum, située en Éthiopie, la Libella, où l'empereur Gadla la Libella a initié un chantier qui a duré plus de 100 ans pour découvrir la 8e merveille du monde qu'on appelle les 11 églises de la Libella qui ont été creusées sous la roche. Jusqu'aujourd'hui, tous les ingénieurs, architectes se posent la question comment ce travail de fourmi a été réalisé. N'oublions pas que la première université au monde a vu le jour en Afrique, à Tombouctou, plus exactement l'université de Sankoré, qui a été créée au XIIe siècle. Tombouctou reste la seule ville au monde où il y a plus de bibliothèques, de libraires que d'épiciers. L'Afrique a eu à inventer une multitude d'architectures, l'architecture en banco, l'architecture kassena, l'architecture soudanienne, l'architecture gondarienne, l'architecture aksumite, etc. Ce sont là des choses qu'il faudra montrer au monde pour qu'on sache quelle est la réelle place de l'Afrique dans le passé. Et surtout, de rappeler que l'Afrique est le seul continent au monde qui a interdit le pouvoir dans certains États aux hommes. Si vous prenez le cas de la Nubie, pendant plus d'un siècle, ce sont les Kandas, donc des femmes, des dynasties de femmes qui ont dirigé une puissante nation, au point où le concurrent Alexandre le Grand n'a pas osé s'aventurer en Nubie de peur d'être défait par des femmes. Jusqu'aujourd'hui, ce qu'il est important de rappeler, c'est que l'Afrique a une longue tradition d'être dirigée par les femmes. Je ne suis pas chrétien, mais pour ceux qui sont chrétiens, vous pouvez jeter un coup d'œil dans la Bible, premier chapitre de Rois, vous verrez le voyage de Makeda, mieux connu sous le nom de la reine de Saba, qui fait le déplacement de l'actuelle Éthiopie jusqu'à Jérusalem avec une suite fort nombreuse. Donc la grandeur de l'Afrique, c'est aussi de mettre la femme devant, contrairement à certaines nations qui ont du mal jusqu'aujourd'hui à laisser la femme accéder à la magistrature suprême. L'Afrique a une très longue tradition d'être dirigée par les femmes parce que nous sommes dans le paradigme de la complémentarité. D'ailleurs, dans ma langue, le Kikongo, il y a un adage qui dit « Zudian Kento, Zudian Jambi ». Traduction, la voix de la femme, c'est la voix de Dieu. Un peuple qui magnifie la femme est un peuple civilisé parce que la vie n'est possible qu'à travers le canal féminin. Et qu'est-ce qui a fait la grandeur d'Haïti pendant ou bien durant l'époque coloniale? La grandeur d'Haïti, c'est d'être parvenu de passer des Haïtiens. Je parlerai plutôt, oui, la grandeur de Haïti vient du fait que c'est le seul peuple qui est passé du statut d'esclave à statut de maître sur un territoire où il a pendant longtemps été dominé. Ça, c'est un fait unique dans l'histoire. Des Haïti, il y en a eu plusieurs dans la Caraïbe, puisque des révoltes, il y en a eu un peu partout, à Antigua notamment, dans un village qui s'appelle Liberta, en Dominique, dans une région qui s'appelle Cabrit. Là, on a trouvé des villages qui ont été estampillés au XVIIe siècle, Free Negro Village ou Free African Village. Mais toute la différence avec Haïti, c'est que Haïti a consolidé son indépendance. On a eu l'expérience de l'État de Palmarès au Brésil, qui a vécu pendant un certain temps et qui malheureusement a été reconquis par les Portugais. Alors qu'en Haïti, il y a 3 grandes nations coloniales, 3 puissances coloniales qui ont tenté de réduire en esclavage un peuple qui était déterminé à reconquérir sa liberté. Et je pense que ce qui fait la grandeur d'Haïti, c'est d'avoir montré au monde entier que la détermination avait pour fruit la liberté. Et moi, lorsque je me suis rendu à Vertières avant-hier, je ne pouvais pas contenir mes larmes. Pourquoi? Parce que c'était un rêve pour moi de fouler le pied à l'endroit où les Africains ont vaincu l'arrogance. Parce que ceux qui sont venus pour combattre les Africains, je dis bien les Africains, à Vertières, parce que à cette époque-là, ces hommes se battaient pour leur liberté. Ils étaient vus comme des esclaves, mais pour la plupart de ces hommes, ils ont été arrachés à des grands royaumes et ils avaient une haute opinion de la liberté. Ceux qui naissaient en terre de captivité n'avaient pas une grande opinion de la liberté parce qu'ils pensaient que l'esclavage était un état naturel. Mais ceux qui étaient nés sur le continent ont montré au monde
que la détermination pouvait accoucher une nation. Et aujourd'hui, la nation haïtienne est une réalité. Je suis fier d'avoir foulé mes pieds. Est-ce qu'Haïti, aujourd'hui, on peut considérer Haïti comme un pays libre, Mais un bien pays sûr. souverain? C'est un pays Parce que souverain les forces impérialistes sont encore là. Hein? l'Italie abrite une base militaire et pourtant c'est un pays souverain. Le Japon abrite une base militaire et pourtant c'est un pays souverain. Si ces pays étrangers abritent des bases militaires sur leur territoire, il n'y a pas de raison de ne pas il n'y a pas de raison de ne pas considérer Haïti comme un État souverain, puisque Haïti se retrouve dans la même situation que ces pays. Je sais pertinemment que vous avez participé à un pèlerinage, je dirais un pèlerinage, alors dénommé Dessalines, Toya, Gavé, etc. Et voulez-vous faire un petit compte rendu pour moi de votre participation à ce pèlerinage? Alors, ce pèlerinage a été organisé par une organisation qui s'appelle Nation Kémite en collaboration avec la Fondation Félicité. Et j'en profite ici pour saluer notre doyenne maman, le professeur Baïna Bello, que nous appelons affectueusement maman, parce que c'est le titre de civilité qui lui est échu. Ce pèlerinage a été également co-organisé par Reine de Femmes, qui est une organisation basée à Lille en France, et bien d'autres organisations que j'ai oublié de mentionner. Nous étions une soixantaine de pèlerins venus de différentes parts du monde. Certains sont venus de France, d'autres sont venus d'Angleterre, d'autres d'Afrique et d'autres de la Caraïbe. La Martinique a été fortement représentée, sans oublier les États-Unis également. Et nous étions venus pour animer des conférences débats, des séminaires, pour échanger sur différents points culturels. Mais aussi pour visiter les sites historiques. Malheureusement, la première semaine a été celle où il y a eu le plus de manifestations, de grèves, situation que nous comprenons parfaitement. Et conclusion, malheureusement pour nous, on n'a pas pu profiter de la première semaine. Donc, j'ai beaucoup de regrets du fait que beaucoup d'amis sont venus pour la première fois visiter la terre sacrée d'Haïti et sont repartis bredouilles. Mais n'empêche que c'est avec le cœur plein de chagrin qu'ils sont rentrés parce qu'ils ont été traités dignement. Et ça, ce pèlerinage restera gravé dans nos cœurs parce que Haïti, encore une fois, nous a confirmé sa place dans l'Union africaine. Haïti n'est rien d'autre qu'un bout d'Afrique planté dans l'océan. En tout cas, moi, en arrivant ici, j'ai cru me retrouver dans une partie de l'Afrique. D'accord. Présentement, que pensez-vous des concepts démocratie, liberté et mondialisation? Je ne peux qu'en penser du bien pour la bonne et simple raison. Aucun peuple n'aspire à vivre dans la dictature. La démocratie est une chose, est un bon concept. Il suffit de l'adapter simplement à sa situation sociale. Parce que les démocraties ne se ressemblent pas. Chaque société devrait adapter la démocratie en fonction de ses réalités. Aux États-Unis, les Américains ont opté pour le suffrage universel indirect. C'est le système des grands électeurs, je m'excuse. En Angleterre, c'est un royaume, une monarchie parlementaire. Vous allez en Chine, il y a l'alternance au sein d'un parti unique. Donc c'est en fonction de ces réalités qu'on adapte la démocratie. Et n'oublions pas que Haïti a eu à connaître plusieurs dictatures et aujourd'hui la parole est libérée. Je suis content de m'exprimer librement aujourd'hui dans ce pays. Je me rappelle à une époque, les tontons Macoute ont défrayé la chronique et lorsque rien qu'évoquait son nom, ça donnait la chair de poule. Et aujourd'hui, je vois que les Haïtiens s'expriment librement, disent ce qu'ils pensent, au point même de titiller les autorités en place. Et je pense que c'est une bonne chose. Et il y a la liberté d'expression dans ce pays. Et j'en profite justement pour dire ce que je pense. Et la mondialisation, ça vous dit quoi? C'est une escroquerie et je pense que les Africains et les Afro-descendants ne devraient même pas y prêter attention. Mondialisation signifie ouvrir la porte des petits pays aux grands pour qu'ils puissent se servir copieusement. La mondialisation, c'est ceux qui produisent trop pour concurrencer ceux qui produisent peu. À mon avis, c'est des concepts comme mondialisation, village planétaire sont à bannir de notre vocabulaire parce que qui est le président du monde, qui dirige le monde et qui est le chef du village planétaire? Parce que lorsqu'on parle de mondialisation, c'est la libre circulation des marchandises, mais pas des êtres humains. C'est la libre circulation des œuvres d'art, pas des artistes. Pour qu'un Haïtien se rende dans n'importe quel pays de l'hémisphère nord, il lui faut un visa, il faut tout un tas de tracasseries. En Afrique, c'est pareil. Donc, pour moi, la mondialisation n'existe pas. C'est une
c'est un programme de spoliation auquel nous devons résister. Nous vivons aujourd'hui dans un monde en fait unipolaire, bipolaire ou multipolaire? Plutôt unipolaire, parce que c'est l'Occident qui domine le reste. L'Asie se débrouille bien, résiste bien, et c'est au peuple opprimé de s'organiser, former une coalition. N'oubliez pas que en décembre 1955, dans la ville de Bandung, a eu la conférence de Bandung, qui était le début d'un mouvement qu'on appelait le mouvement des pays non alignés, qui rassemblait de nombreux pays dits du tiers-monde, tels que le Ghana de Kwame Nkrumah, l'Égypte de Gamal Abdel Nasser, le Mali de Modibo Keïta, le Soudan, l'Éthiopie d'Haïlé Sélassié, etc. Et ce mouvement avait pour but justement d'échapper à l'influence de l'Est et de l'Ouest. Malheureusement, ce mouvement s'est éteint avec la disparition des figures emblématiques telles que Sukarno, qui était le père de l'indépendance de l'Indonésie, et aussi des grands leaders comme Gamal Abdel Nasser, qui a été l'homme qui a nationalisé le canal de Suez, qui a été pour moi l'une des plus grandes initiatives politiques en Afrique. En tout cas, ça a été une initiative très courageuse. Et donc, la mondialisation, moi, personnellement, je n'y adhère pas. Alors, nous allons revenir en Haïti et l'Asconi. Et est-ce que vous êtes en mesure de nous dire quels sont les auteurs haïtiens qui vous ont influencé? Alors, sans hésiter, je parlerai de Karl Brouwer, qui a écrit La Nouvelle Ronde, et je retiendrai de lui cette phrase: changer de religion, c'est comme s'aventurer dans un désert inconnu que de s'exposer, de perdre le génie de sa race et de ses traditions. Le sage n'en change pas, il essaye de les comprendre toutes. Ça, c'est Karl Brouwer. Et il y a René Depestre qui a écrit un ouvrage extraordinaire, Minérène Noir, et qui résume bien la situation du Yovoda, puisque nous avons longuement parlé du Yovoda. Et dans ce fabuleux poème, Minérène Noir, René Depestre dit ceci: quand la dernière goutte de sang de l'Indien a tari, ils se sont tournés vers le fleuve musculaire de l'Afrique. Il y a également Jacques-Stéphane Alexis, qui a été un très grand prosateur. L'école haïtienne a été une école qui, malheureusement, n'est plus aussi rayonnante qu'autrefois. En tout cas, Haïti a produit des grands scribes, des grands poètes. Il y en a encore. On a notamment Dany Laferrière, qui est aujourd'hui membre de l'Académie française. Il y a Garé Victor, qui est un grand romancier. Et aussi des artistes. N'oubliez pas que s'il y a une musique qui a beaucoup fait danser les Africains, c'est le compas, coupé-cloué. Au départ, d'ailleurs, quand j'étais enfant, je pensais que c'était un Africain, d'autant plus qu'il était chauve comme Manu Dibango. Donc j'avais tendance à confondre ces deux grandes figures emblématiques de la musique noire, Skacha Number One, les Aiglons. Mais aujourd'hui, mon cœur bat quand j'écoute le jeune Bello, avec lequel j'ai partagé le même hôtel à Ouagadougou en 2007, puisque je suis également, je dirige un orchestre de jazz de 22 musiciens qui s'appelle le Pan-African Jazz Orchestra, et j'ai eu à partager la scène avec Bello, qui était à ses débuts, qui venait de recevoir le prix RFI. Et aujourd'hui, lorsque j'ai pris le vol d'air, je ne dirai pas plus pour ne pas faire de la publicité gratuite, et lorsque j'ai pris cette compagnie aérienne dans l'avion, pendant plus de 3 heures, j'ai écouté un morceau qui m'a fait vibrer, c'est Wozo, en fait, qui signifie en créole haïtien roseau. Nous, Haïtiens, nous pouvons plier, mais pas casser. Ça, j'ai beaucoup aimé cette chanson, et j'en profite pour saluer Bello. J'espère qu'il se souvient de moi. En tout cas, on avait longuement échangé à Ouagadougou. Non, plus exactement, dans la ville de Bobo-Dioulasso, en mai 2007. Votre message de circonstance à la population, à la jeunesse, etc. De dire au peuple haïtien, à mes frères et sœurs haïtiens, que vous êtes un grand peuple. Vous avez tracé le chemin de la liberté et restez dignes. Vous êtes la principale source d'inspiration de tout un continent qu'on appelle l'Afrique. L'Afrique ne vous a pas oublié. Voilà pourquoi lorsque Haïti a fait sa demande d'adhésion à l'Union africaine, elle a été aussitôt acceptée. Et ça a été une explosion de joie sur le continent africain. Et nous, nouvelle génération, nous allons faire en quelque sorte que cette coopération politique, économique et pourquoi pas militaire soit renforcée. En 2004, lorsque Haïti devait fêter son bicentenaire, seul le président Thabo Mbeki, président de la République sud-africaine, est venu ici en Haïti. Et ça a été la plus grande honte qu'on a pu éprouver sur le continent, parce qu'on aurait souhaité que tous les chefs d'État africains viennent massivement en Haïti. Il n'y en a qu'un seul qui est venu. Je profite ici pour dire un grand merci au président Thabo Mbeki d'avoir honoré l'Afrique. Et donc, c'est la raison qui nous a poussé, nous, Africains du continent,
à faire ce pèlerinage Dessalines-Toya-Garvé pour nous racheter de la faute de ces incapables dirigeants africains qui n'ont pas su représenter dignement notre continent. Mais sachez que nous vous portons dans nos cœurs. D'accord. D'emblée, on va commencer à recevoir les appels et de nos auditeurs, téléspectateurs et internautes. Saül, on a plusieurs numéros de téléphone, en fait, disponibles aujourd'hui. Je rappelle, les numéros, vous les connaissez déjà. Bien sûr, 28 17 14 14, 28 17 14 14, 28 11 96 69. Et puis, on a aussi un numéro pour nos amis et vivants à l'étranger, c'est le 954 214 38 14, 37 et 37 30 60 79. On a plusieurs numéros de téléphone. Donc, on va commencer à recevoir les appels. Alors, vous allez noter pour nous les questions de nos aimables auditeurs et l'ASCONI. On a rappelé le numéro de téléphone qui permet de participer à l'émission. Ça, c'est 28 17 14 14, 28 11 96 69, 954 214 38 14, 37 30 60 79. Invité aujourd'hui en blocus. Ce qu'on a déjà, c'est l'ASCONI. L'ASCONI, et donc il est en fait écrivain, historiographe, il est aussi documentariste. Avec lui, on a fait l'histoire, on a ressuscité le passé, bien entendu, et surtout, on a touché du doigt un concept béninois qui c'est Yovoda, qui signifie, alors Yovo, il a décortiqué ça, il a dit Yovo, ça désigne le criminel, c'est-à-dire l'Européen, et puis Da, qui signifie couilloté et criminel. On a continué et on a recevoir appel l'autre fois qu'on a rappelé numéro de téléphone qui permet de participer dans l'émission ça, c'est 28 17 14 14, 28 11 96 69, 28 11 96 69, 37 30 60 79, et puis pour les amis à l'étranger c'est 954 214 38 14. Toujours fait un plaisir de ce volume radio à télévision que la Kawa pour nous s'il vous plaît. On reçoit recevoir premier appel là. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir. Vous êtes en ordre. Oui. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Voilà, j'ai écouté avec plaisir votre émission. Bravo et félicitations en tout cas à notre présentateur et à son invité. Ma question, c'est est-ce que les Africains ont vendu, ont participé à la traite négrière? Est-ce qu'ils nous ont vendu aux négriers blancs pour des bouts de miroir, pour des morceaux de sucre, pour des chiffons? Merci. Je vous remercie. D'accord, merci. Et merci de votre participation à Blocus. On reçoit un autre appel à l'étranger, Saül. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mon ami. Ok. Monsieur Lascani a bien parlé en faveur d'Haïti. C'est une belle leçon pour nos frères haïtiens. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, tous les Haïtiens, que le cœur de tous nos frères haïtiens s'ouvre afin qu'un amour puissant rentre dans le cœur. Merci. Merci, c'est plutôt un commentaire. Et l'ASCONI, on va continuer à recevoir les appels de nos auditeurs, téléspectateurs, internautes 28 17 14 14, 28 11 96 69 37 30 60 79 954 214 38 14. Bonsoir, nos amis à l'étranger, bonsoir. Bonsoir, PRG, je te salue. Bonsoir, mon frère et mon frère Leptune. Félicitations pour notre cher cousin Laconi, c'est un plaisir de recevoir Laconi en Haïti. Merci. J'ai deux questions pour notre cousin Laconi. J'espère qu'il nous plaît et qu'il répondra. Une nation qui adopte les religions des étrangers peut-elle sortir du bourbier spirituel? Deuxième question. Ma deuxième question est la suivante. Un moment. Oui, qu'est-ce que j'ai noté au courant de l'émission? Donnez-moi quelques secondes pour poser la deuxième question. Ok. Les Africains, on raconte que les colonisateurs ont amené les Africains en Amérique. Ne pense-t-il pas que les Africains avaient l'habitude de traverser l'Atlantique avant la colonisation? Cela veut dire que même avant le Christ, j'aimerais savoir si la désinformation, que si les Africains n'avaient pas l'habitude de traverser l'Atlantique pour venir vers l'Amérique ou les Caraïbes,
avant même la colonisation. C'est pendant les deux questions. Merci. Merci. On reçoit un autre appel. Saül, on va continuer à recevoir les appels de nos auditeurs. Et puis notez pour nous aussi Lasconi, la question que voici. Que savez-vous mystiquement et de notre Haïti chéri? Et nous avons quelqu'un en ligne. Saül, bonsoir, nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir. Alors, bonsoir. Bonsoir mon frère. Alors, j'appelle tout simplement pour saluer mon cousin qui est dans votre émission. Alors, ma question, j'aimerais savoir, depuis quand est-ce que les Africains Bon, on a perdu le contact avec cet ami-là. On va essayer de recevoir d'autres appels, Saül. Et vous comprenez très bien le créole et Lasconi? Ça va, je me débrouille. Ah, ok. Ben, et ceux-là qui, en fait, pour les créolophones, ils ont posé des questions en créole, tout parce que Lasconi dit qu'il parle créole. Et il a débrouillé du bec et des ongles pour le comprendre. Non, de toute façon, on peut utiliser les deux langues, notre langue maternelle et puis le français. Ah, mais on va continuer à recevoir l'autre appel, 28 17 14 14, 28 11 96 69. Pour les amis à l'étranger, c'est 954 214 38 14. On a pour sur Blocus, invité aujourd'hui, c'est Lasconi. Alors, on a dit Lasconi qui, hein? Eh bien, moi, c'est N-Y-S-Y-M-B. Et ça veut dire qui ça, hein, Lasconi? Ça veut dire Ngombulu Yasangi Yamina Bantu, qui signifie en langue Congo le lion de la brousse qui dévora les braconniers. D'accord. Eh bien, et on apprend seulement 3 derniers appels, Saül. On apprend seulement 3 derniers appels. À Blocus, nous ne pas prendre l'autre appel encore. On apprend seulement 3 derniers appels. On a rappelé une dernière fois numéro de téléphone et qui permet aux amis de participer dans l'émission que remet en pile là. Et l'émission de l'heure Blocus 28 17 14 14 28 11 96 69 37 30 60 79. Et puis pour les amis à l'étranger, c'est 954 214 38 14. On apprend seulement 3 derniers appels. On a toujours rappelé à Zanminio, baisser volume, radio et télévision qui l'accueille pour nous, s'il vous plaît. On a essayé de regarder pour nous et Saül et nos grands amis en ligne. Bonsoir. Nous avons perdu contact, on le fait encore avec Zamissa. Et on apprend seulement 2 derniers appels qu'on y a parce que chaque fois on a perdu 11 amis. Et le avancé sur nous, on n'a pas obligé de réduire le nombre d'appels. On apprend qu'on y a là seulement 2 derniers appels. Et on a préparé ce blocus émission pour là. Les diffusés, l'on se rappelle, en direct et simultanément du lundi au vendredi de 5h à 7h PM sur la chaîne 206.5 par bien nous live sur YouTube. Nous avons amis à l'étranger encore, Saül. Bonsoir. Nous avons amis à l'étranger, Saül. Bonsoir. Bonsoir, Stop. Bonsoir, Zamil. Et nous saluons pour belle émission ça qu'on fait un peu depuis Florida. D'accord, Florida. Nous saluons et nous saluons les amis qui ont des émissions. Et monsieur Pierre Richard, il y a un bagage qui a développé dans la zone Pipe Radio. Moi, Haïti, déjà que moi victime, qui est concernant, pas dans le sujet de l'émission, mais c'est pour me passer le message. Non, laisse ça, on va ça, continue-moi. Je ne pas qu'à joindre. On va pas donner celle avec autorité. Il y a un bagage qui a développé là pour parler devant radio. La mairie d'Elma saisie, là. Que c'est témoin, que c'est témoin, que tout dans la mairie d'Elma saisie. Par contre, pour que les gens aussi. Bon, non, attendez, ça même. Non, attendez. Je ne vais pas quitter le sujet. Et écris-nous après, et puis on a qu'à parler sur l'autre question. Ça parce qu'on va casser le rythme débat, on a fait là. Ok, par WhatsApp. Ok. Mais ça que non, pas capable. Pas bon numéro WhatsApp là. 37 32. Par contre, souvent plus capable de votre point. Non, pas dans un même. 37 62 47 95. 37 62 47 95. On n'a pas plus. Ça, Yolande pour l'autre ami. Et on a pour l'autre ami. Et bonsoir. Nous avons amis en ligne, bonsoir. Ok, bonsoir, Samim, comment nous est? Nous en forme, grâce à Dieu. Alors, moi, saluer Lasconi. C'est vraiment intéressant ce sujet après-midi. Mais la question m'a posée par rapport à l'ensemble de points que lui soulevé dans le débat, les différentes approches que le fait de l'Occident, considération de l'Afrique, Haïti, choses comme ça. Comment nous qu'a fait en tant qu'Haïtiens pour nous sortir en bas griffe l'Occident, qui mettait nous, qui ferme nous dans le caca, empêcher que nous sortions d'être nous. Parce qu'au départ, l'émission a dit, nous avons payé conséquences indépendantes. Nous te prenons de deux fois belle manière. Merci en pile pour participation dans le blocus. Vous avez compris la question, n'est-ce pas? On apprend un dernier appel et on va recevoir un dernier appel. Ça, on apprend un dernier appel. Bonsoir.
17 14 14. Nous perdu les puis n'a rappelé le numéro de téléphone dans WhatsApp là pour Zamik Terre l'état c'est 37 62 47 95. 37 62 47 95. Écris-nous peut-être une gars on est capable aider de façon pas nous. Et n'apprend un dernier appel Saül, l'invité nous aujourd'hui c'est Lasconi, il est écrivain, écrivain africain, documentariste, historiographe. Donc avec lui on a parlé et on a analysé le concept béninois et Yovoda. OK? Et n'a pas un dernier appel. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Bonsoir sans même. Monsieur Paul Michel. Message pour mes frères. Félicité pour l'émission. Moi-même, moi, je suis tourné dans le pays, côté de ça. Mais c'est qu'on nom, pour m'amener de Paul Michel, mais c'est qu'on nom, par exemple, c'est gagné. C'est nos frères gagné. Ça, mais vous le traduisez, non, ça pour me Paul Michel. C'est qu'on nom à couper même. Merci un peu. Merci un peu pour participation dans Blocus. C'est pour un dernier appel international. L'obligé, hein? Saül, l'obligé pour un ami international là. Bonsoir, dernier appel. Nos amis à l'étranger n'apprennent quand même. Bonsoir. Bonsoir, M. Richard. Bonsoir, mon frère. Merci pour l'émission. Et je salue aussi notre invité, M. Lasconi. J'ai une question, s'il vous plaît. Allez-y. Est-ce que, mais c'est pour M. Lasconi, bien sûr, est-ce que vous pouvez nous dire d'où viennent les Haïtiens, exactement, en Afrique? Okay. Et une deuxième question, s'il vous plaît. Est-ce que, à l'école, en Afrique, on explique l'histoire d'Haïti, on enseigne l'histoire d'Haïti aux enfants africains, les jeunes, à l'université, dans notre école, dans notre institution? Est-ce que vous le faites, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci un peu pour participation dans Blocus. Avant de vous inviter à répondre à ces différentes questions Lasconi, permettez-moi de rappeler que New Academy est à continuer avec le programme de formation d'éducation et des formations puisque samedi 22 décembre, la organisé dans le local restaurant Bar de l'Air qui est dans le un séminaire sur le thème comment guérir les maladies mystiques et comment interpeller les dieux du vaudou. Invité spécialement, c'est l'empereur Jean-Jacques Dieudonné, dit Jean-Jean déjà, hein, et nous avons commencé à réserver place nous, réserver fauteuil nous, et nous sommes capables de commencer à retirer cap nous dans l'endroit ça y est, restaurant Bar de l'Air, ou Capois ou Yellois, on a 24 plateaux. Nous sommes capables de faire dans la Belle Lune, restaurant qui est dans Monseigneur Guy Oswald Durand. Nous avons fait dans l'institution Mix Daniel Albert qui est dans Delma 48, bloc Radio Planète Créole. Nous avons fait dans l'institution Mixed Upper Home School qui est dans en fait quoi des bouquets, Bon Repos Corail, ou Upper Home numéro 8. Et puis enfin, nous avons fait dans Centre d'études supérieures en relations humaines qui est dans Delma 33, rue Charbonnière. Nous avons fait tout côté ça. Et puis, si nous avons besoin de plus de détails, plus de précision, et sur ce séminaire, ça, nous sommes capables d'écrire nous dans le numéro WhatsApp ça, 37 62 47 95, 37 62 47 95. Nous avons écrit nous tout dans 34 45 16 57, 34 45 16 57, ou bien carrément nous tout dans 37 30 60 79, 37 30 60 79, et vous gagnez 46 31 86 73 41 et 46 31 86 73. Pas oublier, et nous toujours dire depuis New Academy a fait séminaire, c'est toujours ça le comble, plus nous retirer 4 nous, c'est plus nous gagné possibilité pour nous participer dans le séminaire 22 décembre et qui est animé par l'empereur Jean-Jacques Dieudonné. Dit Jean-Jean, n'a pas rappelé thème, c'est comment guérir les maladies mystiques et comment interpeller les dieux du vaudou. On y va, hein, et là, ce qu'on est pour les réponses. Et si vous êtes capable de répondre chaque question ça en 2 minutes, cela nous ferait grand plaisir. En tout cas, je voudrais remercier et féliciter les téléspectateurs, auditeurs et internautes pour ces brillantes questions. Donc, je répondrai à la première question qui est pour moi très importante. Est-ce que les Africains ont-ils vendu leurs frères antillais, globalement ou afro-américains? Je dirais tout simplement que pour qu'il y ait vente, il faut qu'il y ait appel d'offres. Les Africains ne disposaient ni de fax, ni d'internet, ni de téléphone. À ma connaissance, le tambour battu en Afrique ne résonne pas juste en Occident. Donc la réponse est non, pour la bonne et simple raison, il n'y a jamais eu appel d'offres. Lorsque les premiers Européens arrivent en Afrique, ils sont accueillis en toute fraternité. C'est le cas du Royaume du Congo, où le Mani-Congo, Nzinga Nkuvu, va permettre aux missionnaires portugais d'installer leur première église dans une ville qui s'appelait autrefois Manza Congo, que les Portugais vont rebaptiser Sao Salvador, qui signifie Saint-Sauveur. Et à cette époque, ces missionnaires n'étaient autres que des négriers qui ont commencé à raser notamment la population, au point où le Mani Congo, roi du royaume Congo, va envoyer un ambassadeur au Vatican
qui s'appelait Nsaku Nevunda, mieux connu sous le nom d'Antonio Emmanuel. J'ai fait un documentaire qui s'intitule sur les traces du Kingunza, où vous trouverez la tombe du premier ambassadeur du Royaume Congo au Vatican. Si le Vatican, qui est un État puissant jusqu'à aujourd'hui, et qui est le seul État pontifical au monde, a pu établir des relations diplomatiques avec le Royaume Congo, cela prouve que les rois africains étaient des hommes assez respectés. Revenons-en à la vente. L'homme le plus riche du monde, d'après les experts de Wall Street, c'est Kanko Moussa. Kanko Moussa était l'empereur du Ghana, qui englobait l'actuel Mali, une partie de la Côte d'Ivoire, de la Sierra Leone, de la Guinée et de la Mauritanie. Même les hommes les plus racistes de l'époque ont dit que Koumbi Saleh, sa capitale, était la plus grande cité du globe. Comment les hommes qui ont pu bâtir des si grandes civilisations pouvaient se laisser impressionner par des pacotis? N'oubliez pas que Kanko Moussa a effectué un pèlerinage à la Mecque en 1330 et pendant ce pèlerinage, il a distribué de l'or en Égypte jusqu'en Arabie. On note qu'il a distribué plus de 1500 kilos d'or en poudre et plus de 90 kilos d'or en canne. Les experts financiers du monde de la finance, c'est-à-dire les Golden Bell de Wall Street, considèrent que l'homme le plus riche du monde serait africain aujourd'hui si Kanko Moussa avait vécu. Lisez Walter Rodney. N'oubliez pas, vos réponses doivent être plus succinctes, plus donc, laconiques. Il est bon de rappeler, il est très bon de faire un inventaire historique de l'Europe et de l'Afrique. Malheureusement, nous sommes à la radio et à la télévision, je ne peux pas illustrer mes propos, mais pour s'en convaincre, il faudra interroger les étudiants de l'Université d'État d'Haïti, puisque j'ai donné aujourd'hui un exposé de plus de 2 heures où les étudiants n'ont pas voulu me lâcher. C'est la promotion chèque en Tajop des étudiants en ethnologie. Donc pendant plus d'1 heure, j'ai illustré mes propos pour montrer la grandeur et la richesse des Africains. Si les rois africains vendaient, comment expliquez-vous que le roi Béranzan, roi du Dahomey, ait été déporté en Martinique, au fort Terre-Tanson? Comment expliquez-vous que Près de First, le roi des Achantiers, ait été déporté aux îles Seychelles? Comment expliquez-vous que Prince Class, l'un des grands souverains chez les Fanti, ait été déporté en Antigua? Donc je pourrais citer autant de noms de rois qui ont été déportés. Le vendeur ne peut pas se retrouver lui-même esclave. D'accord. Donc cette thèse n'a aucun sens. 1 minute pour chaque question, Elasconi. Oui, mais malheureusement, ces questions sont tellement importantes qu'on ne peut pas y répondre brièvement. Ça sera un sacrilège. Mais je comprends les impératifs de temps qui nous sont imposés. D'accord, on continue. Alors, pour deuxième question, c'était un commentaire. Donc, inutile de s'y attarder. Alors, troisième question, est-ce qu'une nation peut se développer en continuant à pratiquer des cultes étrangers? Je pense que c'est une observation intéressante parce que ces religions dites révélées n'ont jamais répondu aux aspirations du peuple noir. Ça fait plus de 400 ans que Jésus nous a été mis dans la tête sans aucune volonté de blasphème. Ça n'a jamais répondu à nos aspirations. Ce n'est pas le christianisme qui a libéré Haïti, c'est bien la cérémonie du bois caïman qui a fait que ce pays devienne indépendant. Et au bois caïman, il n'y avait ni chrétiens, ni musulmans, ni bouddhistes. Il y avait bel et bien des vaudouisants. C'est ceux-là qui ont organisé une cérémonie qui a permis à nos ancêtres d'être remontés à bloc pour vaincre 3 grandes armées. Donc je dirais tout simplement qu'aucune religion dite révélée n'a pu satisfaire les aspirations d'un peuple souffrant. Autrement, la Palestine où Jésus serait né serait le pays le plus paisible du monde. Lorsque vous regardez ce qui se passe au Moyen-Orient, les guerres sont permanentes depuis plus de 2000 ans. Comment ceux qui sont censés nous promettre le paradis n'arrivent pas à faire de leur propre pays des paradis? Donc je ne pense pas que ces religions soient des solutions pour nous. Et pour terminer, je dirais tout simplement que je respecte la foi de chacun, mais c'est du doute que je m'instruis. D'accord, autre question? Autre question, est-ce que les Africains ont-ils traversé l'Atlantique bien avant Christophe Colomb? Mais je crois qu'il y a eu des chercheurs très sérieux comme Ivan Sertima, qui a écrit un ouvrage très important sur cette présence africaine dans les Amériques. Il y a également le professeur Ronoko Rachidi, qui est originaire de San Antonio au Texas, qui a écrit sur la présence africaine en Amérique. Personnellement, je ne me suis pas penché sur cette question. Je m'intéresse plus au sujet du panafricanisme et aux grands empires africains, mais il y a des travaux disponibles là-dessus et je pense que ce sont là des professeurs assez réputés
dont les travaux ont été salués par de nombreux experts, et il ne fait aucun doute que lorsqu'on observe les têtes d'Olmec au Mexique, lorsqu'on observe les nombreux monuments tels que les pyramides au Guatemala, au Pérou, on sent que l'Afrique n'a pas été, la présence africaine a fortement influencé les civilisations locales. Donc, il est fort probable, parce qu'en histoire, on n'est jamais absolutiste. Il faut toujours ouvrir une porte, donc je parlerai au conditionnel. Il est fort probable que les Africains soient arrivés dans cette partie du globe qu'on appelle aujourd'hui Amérique, puisqu'on trouve beaucoup de similitudes entre les peuples autochtones de cette partie du globe et ceux d'Afrique. Notamment un peuple en Éthiopie qu'on appelle les Mursi, qui portent des plateaux sur les lèvres, or qu'on retrouve ces mêmes plateaux dans les Amériques. Voilà. Est-ce qu'en 2 minutes, vous avez le temps de terminer? Oui, alors comment sortir des griffes de l'Occident impérialiste? La réponse serait déjà d'aller vers le panafricanisme, qui est le seul rempart contre la prédation, parce qu'un proverbe africain nous enseigne: unis, les tisons s'allument, séparés, ils s'éteignent. La devise d'Haïti est là pour nous rappeler que l'union fait la force. Donc, afro-descendants et africains, nous devons renouer et planter le drapeau de la fierté raciale pour contrer ceux qui veulent nous faire disparaître, parce qu'un génocide a été avorté grâce à la résistance de nos ancêtres, parce que les autochtones de ce pays, dit Haïti, ont disparu. Nous y avons survécu grâce à l'union. Donc la seule solution, c'est de rester unis, et pour cela, il faut embrasser le panafricanisme, qui est la vraie religion de notre survie. D'accord. Avez-vous un numéro de téléphone par lequel on pourrait vous appeler? Vous avez une adresse? Oui, alors j'ai un site internet, c'est www.nysymb.lasconi, univers.com. Il faut aller plus loin. Donc c'est nysymb, espace Lasconi, LASCONY, univers.com. C'est mon site internet, donc vous pouvez me joindre par là. Vous pouvez également me joindre sur ma page Facebook du même nom, NYSYMB Lasconi. Alors, il y avait quand même une question que je ne pourrais pas éluder, c'est la question d'où viennent les Haïtiens? Est-ce que l'histoire de Haïti a enseigné en Afrique? Alors, bien sûr que l'histoire d'Haïti est enseignée en Afrique. La révolution de Saint-Domingue est enseignée dans plusieurs écoles africaines. Je suis l'un de ceux qui enseignent cette histoire, qui est le point crucial de notre libération et émancipation dans le Nouveau Monde. Je voudrais simplement dire que le premier bateau qui est arrivé sur l'île de la Tortue est venu de Luango, qui est la ville natale de mon père, qui s'appelle aujourd'hui Pointe-Noire, et ce bateau s'appelait la Marie Séraphique, qui a été conduite par un négrier du nom de Fautrel Gouji. Il suffit d'interroger les archives, et d'autres bateaux sont venus du Dahomey. Donc, c'est un melting pot. Je ne pourrais pas dire que tel pays a fourni tel pourcentage de population. Une chose est certaine, c'est que ici, en Haïti, j'ai retrouvé des Congos, j'ai retrouvé des Yoruba, j'ai retrouvé des Fons, j'ai retrouvé des Mandingues. Et sur chaque visage de ces descendants d'Africains, je lis la grandeur et la dignité. Et je voudrais encore une fois réitérer mon amour pour Haïti, chéri. Merci d'avoir participé à Blocus aujourd'hui, et Lasconi. Merci infiniment de m'avoir invité. Merci. Et j'espère y revenir. D'accord, avant de plier bagages rapidement, et mes citations nous posées pour aujourd'hui, les gens évitent de prendre des décisions par crainte de commettre des erreurs. En réalité, les capacités à prendre des décisions est l'une des pires erreurs de la vie. Dixit Rabin Noah Weinberg. Fin de citation. Alors je reprends. Les gens évitent de prendre des décisions par crainte de commettre des erreurs. En réalité, l'incapacité